Espace Éco, nouveau numéro, bienvenue à tous. En prenant le pouvoir au Bénin le 6 avril 2016, Patrice Talon avait annoncé des chantiers de profondes réformes capables de conduire le pays vers plus d'efficacité économique. L'objectif principal était donc d'agir simultanément sur les leviers institutionnels, économiques et sociaux du Bénin pour notamment accroître l'offre d'emploi, créer de la richesse, améliorer le bien-être des populations et révéler le pays à l'international. 2 années plus tard, le régime Talon a eu le temps de mettre en œuvre ces réformes, des politiques aussi bien controversées qu'acclamées. Le gouvernement béninois a-t-il jusque-là fait les meilleurs choix économiques possibles? Des avancées ont-elles été déjà enregistrées? Quelle appréciation faire des mesures et résultats disponibles? Eh bien, vous l'avez compris, ce numéro sera exclusivement consacré au bilan économique des 2 années de pouvoir du président Patrice Talon. On revient juste après ceci pour le débat. Pour mener la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Latif Boni. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la rédaction de la chaîne de télévision E-Télé au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Également sur ce plateau, Casimir Pidjo, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour chers téléspectateurs. Journaliste économique, vous êtes également le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Bienvenue. Merci. Latif Boni, 2 ans à la tête du Bénin. Globalement, quel bilan économique peut-on faire de la gestion du gouvernement du président Patrice Talon? Je ferai un bilan qui se résume pratiquement en 2 mots. D'abord, la douleur et l'espérance. La douleur parce qu'effectivement, c'est vrai que le chef de l'État l'a très tôt annoncé, d'ailleurs même au cours des campagnes, il a mis au devant de tout ce qu'il a promis, donc les réformes. Et qui dit réforme parfois dit refonte, et qui dit refonte pratiquement veut signifier en fait déconstruction. Une déconstruction, ça fait extrêmement mal. Et donc de ce point de vue-là, il y a la douleur, de point de vue, on va dire, la population, de point de vue donc de la population, il y a une certaine expression effectivement de la douleur, pour ne pas dire que cette réforme peut-être que l'on a commencé par opérer fait extrêmement mal, sans oublier à un moment donné aussi que dans cette réforme-là, il y a pas mal de jeunes qui ont perdu leurs emplois. Il y a pas mal de Béninois qui ont payé le prix direct donc, au niveau donc, de leur emploi. Donc, c'est comme ça que je justifie la douleur. Et maintenant, l'espérance, parce que 2 ans après, il y a effectivement, point après point, certains indicateurs qui annoncent effectivement que les choses peut-être pourraient prendre. Quand vous prenez les indicateurs de la plupart des structures qui classent, des indicateurs de la plupart des structures qui s'intéressent donc aux avancées et à l'animation en réalité des secteurs économiques du Bénin, on sent effectivement que au moins, il y a une certaine croissance de 1 point ou 2, au moins quelques 0, donc effectivement, il y a des éléments qui indiquent que peut-être... De quels éléments concrètement parlons-nous? On peut, c'est vrai que c'est classique, c'est vrai qu'on peut faire des débats autour de ça. Il y a le PIB qui stagne peut-être, mais qui a connu un petit rebond de au moins 1%. Quand on sait qu'en 2016, c'était 4%, alors que cette année, certaines structures indiquent que c'est passé à 5,5%, c'est 1 point. Et on annonce encore un regain d'un autre point l'année dernière. Ça voudra dire que petitement, peut-être que la réforme ou les réformes engagées ont été brusques, mais petitement, la pente sera remontée. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les agrégats macroéconomiques ne sont pas forcément synonymes de la bonne santé d'une économie. Tout à fait. C'est pourquoi je résume les choses en 2 choses. Les indicateurs, les points, les éléments effectivement de la macroéconomie qui donnent à espérer. Ça, c'est pourquoi je parle de l'espérance. Mais sur le terrain, je l'ai tantôt dit, il y a de la douleur, il y a des débats à faire. Quant à la justesse des réformes opérées, ça oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi j'analyse tout ça en seulement 2 mots, douleur et espérance. Casimir Pidjo, 2 ans à la tête du pays, le Bénin. Quel bilan sur le plan économique on peut faire?
ça fait 3 budgets, j'irai droit au but, ça fait cumul de 3 budgets. Nous sommes à la lisière de 5 000 milliards pour les 2 ans, soit 1 110 milliards pour l'exercice 2016, parce que nous étions à 1 510 milliards avec le budget laissé par son prédécesseur Boni Yayi. Il est venu remanier, donc le chef de l'État actuel et son gouvernement, ils sont venus donc remanier, ils l'ont ramené à 1 110 milliards. L'année qui a suivi, patatras, on est passé à 2010 milliards. Et pour le compte de cette année budgétaire 2018, nous sommes à 1 863 milliards, soit un cumul de 4 983 milliards. Un peu 5 000 milliards, nous sommes à la lisière de 5 000 milliards. Alors, dans les 5 000 milliards, j'aime bien les embellis donc, des réformes, mais on a un point positif, un point que j'aime bien apprécier, c'est la réforme au niveau du train de vie de l'État qui a considérablement baissé. Et donc, pour ces 2 ans, je suppose que nous sommes à une consommation donc, de crédit de l'ordre de 1 000 milliards. 1 000 milliards, lorsque je fais la différence, il y a encore 4 000 milliards. 4 000 milliards dépensés en l'espace de 2 ans. Pour quel résultat au Bénin? C'est là je commence mon bilan. Est-ce que véritablement les Béninois sont fiers d'avoir eu en leur sein, l'économie béninoise a pu bénéficier de 4 000 milliards en 2 ans? C'est ça le bilan. Le bilan aussi, c'est ce qu'ils appellent des réformes. En réalité, c'est le loup qui est dans la bergerie, quoi. C'est pas des réformes. C'est une autre forme de gouvernance qui asphyxie l'économie. Quand vous regardez chacune de leurs réformes annoncées, ils disent qu'ils veulent lutter contre la corruption, qu'ils veulent lutter contre la pagaille financière au niveau de l'administration. Mais pendant qu'ils sont en train d'interdire un certain nombre de choses, les ministres sont en train de se gaver financièrement. Pendant qu'ils sussoient les contrats, pour dire, on ne maîtrise pas dans quelle proportion le régime défunt a laissé donc une ardoise financière de 2300 milliards comme dette publique, pendant qu'ils disent ça. Mais allez voir ceux qui sont en train de gailler les marchés. Mais quand vous dites que les ministres sont en train de se gaver, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Nous comprenons que les ministres de Boni Yayi, quand nous comparons les ministres de Boni Yayi et nous comparons les ministres de Patrice Talon, les ministres de Patrice Talon sont plus à l'aise. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand nous comparons les magistrats, la vie des magistrats aujourd'hui par rapport à la vie des magistrats sous Boni Yayi, on constate que les magistrats sont mieux lotis. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Quand on regarde la vie des enseignants aujourd'hui, c'est la précarité. Quand on regarde, on quitte là, on vient au niveau de l'État central. Et quand vous comprenez comment est-ce que l'État fonctionne aujourd'hui, où on a fait blackout sur tout ce qui est passation de marché, et que c'est des groupuscules qui gagnent ces marchés-là, vous comprenez donc qu'il y a un problème. Quand vous descendez un peu plus et vous prenez le secteur productif, les PME, les PMI, les contrats ont été suspendus. Il y a donc des arriérés qui ont été donc arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des opérateurs économiques qui sont surendettés et qui n'ont pas donc aujourd'hui, ils n'ont pas de cesse que les mouvements au niveau de leurs entreprises. Allez aujourd'hui à la main d'œuvre, au niveau donc de Cotonou ou bien au niveau des départements, et vous allez comprendre qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui vont à la main d'œuvre pour dégraisser leur effectif, pour entamer la procédure légale, parce qu'ils en ont marre. Ils sont étouffés. Ils sont étouffés parce que l'activité économique ne évolue pas. Nous allons revenir en détail sur ces points que vous avez cités. Alors, Casimir Pédior l'a dit tantôt, ces 2 dernières années, le régime du président Patrice Talon a annoncé un assainissement des finances publiques qui va de pair avec la réduction du train de vie de l'État, une politique d'austérité qui appelle les Béninois à se serrer la ceinture. Les conséquences sont bien visibles. Le panier de la ménagère en souffre. Mais Casimir l'a souligné, pendant ce temps, ceux qui sont au sommet n'en souffrent pas forcément.
Bon, c'est dit, c'est vrai que le débat sur les salaires, on va dire, des dirigeants, un débat effectivement d'actualité, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord, mais c'est bien différent de ce que Kazmi appelle se gaver, c'est bien différent de ce que très tôt, facilement, on peut imaginer que c'est parce que la corruption est encore davantage ambiante que les gens se gavent. Non, il y a une certaine volonté de faire, on va dire, une bonne cagnotte à ceux qui se prêtent donc à l'exercice de la gouvernance de la chose publique. C'est en même temps, on peut s'imaginer que c'est pour être dur quand des velléités ou des volontés de corruption vont intervenir. Parce que quand quelqu'un a une bonne ardoise, il n'y a pas de quoi après justifier, on va dire, une faute, comme la corruption ou les tentatives de détournement des deniers publics. Donc, ceci dit, le débat sur à combien sont payés les ministres, à combien sont payés les préfets, effectivement, les gens le font. Mais est-ce que ça empêche le gouvernement, en réalité, de faire mieux du point de vue, on va dire, train de l'État comparé donc au gouvernement antérieur? Ça, c'est pas Justement, justifié. pendant que l'on parle de réduire le train de vie de l'État et que l'on double les salaires politiques, il se pose quand même un problème. De toutes les façons, même si vous ne faites pas un bon salaire politique et que les gens ont la capacité, je crois, de doublement se servir, je trouve que c'est mieux de faire une bonne cagnotte, sécuriser les fonds publics, dire aux gens, vous êtes déjà suffisamment bien payés. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a déjà... Kazmi a évoqué le cas des enseignants. Tout le monde est, on va dire, pense être mal payé. J'aimerais qu'on prenne... Oui, pendant qu'on supprime des primes et qu'on augmente le salaire des politiciens. Voilà autre chose qui est d'ailleurs juste... Quand les gens sont mal payés, ce qui comble, ce qui fait qu'ils tiennent politiquement, tout le monde le sait, ce sont les primes. Ce sont tout ce qui entoure donc les ateliers et autres. Je crois que de ce niveau, au niveau de ce point de vue-là, le gouvernement a fait un peu d'effort, notamment en essayant de régulariser, par exemple, les tenues des ateliers. Ça a été annoncé. Les gens ont communiqué suffisamment là-dessus. Les gens aussi ont fait un petit effort, par exemple, ma foi, de casser, c'est vous-même qui me rappelez, les indemnités et tous les avantages qui étaient flous autour donc des salaires. À mon avis, le fait d'officialiser les salaires qui sont pas mal, je suis d'accord, qui sont peut-être hors normes pour les petits Béninois, ce n'est pas si mauvais que ça si l'État essaie de tenir face à la corruption. C'est vrai que certaines informations, notamment comme ce qu'a tenté de révéler la structure étatique chargée de veiller sur la passation des marchés publics au niveau du ministère de l'Environnement, n'est pas de nature à rassurer les observateurs, n'est pas de nature donc à calmer ceux qui veillent à ce que l'État ou ceux qui servent l'État ne se servent pas plus qu'ils ne servent l'État. C'est vrai, mais de point de vue salaire et traitement, ce n'est pas un mal en soi. Il faut bien nourrir quelqu'un pour pouvoir être sévère à son égard s'il vole après. Alors, nous allons évoluer dans ce débat. Casimir Pédior, du point de vue bilan, pour ces 2 années d'exercice du pouvoir du président Patrice Talon, quelle a été la plus belle réussite de ces 2 dernières années? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi en 30 secondes de répondre à Latif. Certes, il ne m'a pas indexé, mais je veux bien qu'on m'explique au Bénin ce qui se passe réellement. Et ça dit les ministres, parce que nous connaissons ceux dont les salaires ont évolué. C'est les ministres, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints. C'est les 4 catégories au niveau des ministères. Vous avez dit... les préfets. Oui, aussi les préfets. Alors, 5 catégories de fonctionnaires qui ont vu leur salaire amélioré. Et ça dit que la mauvaise gestion, la corruption, les nids donc de mauvaise gestion, c'était les 4 ou les 5 fonctionnaires d'État qui étaient responsables. C'était ça. Si c'est ça et que vous les avez identifiés, c'est à la justice vous les confiez. Vous n'augmentez pas leur salaire. Vous augmentez leur salaire. Et vous supprimez les primes. Les primes étaient-ils les primes, les avancements, tout ce que vous voulez,
était-il là comme facteur de mauvaise gestion dans l'État? Non. Et ils ont supprimé. Les primes en soi, c'est un service qu'on t'a demandé au-delà donc, de ce qu'on te demande. Et donc, on te paye pour ça. Et figurez-vous que les primes ont un rôle dans l'économie. Ont joué jusqu'à présent un rôle dans l'économie. Mais si les caisses de l'État ne permettent pas, si les caisses de l'État ne permettent pas de tenir avec les primes, avec ceux qui sont venus voir, ils peuvent décider de réduire. J'ai dit tout à l'heure, M. Crépy, qu'en 2 ans, nous étions à 4 000 milliards. Donc les caisses de l'État sont pourvues pour payer. Alors, revenons donc à votre question. Vous m'aurez posé cette question il y a 1 an, que je vous donnerai des points très positifs par rapport donc à la rupture. Oui, c'est-à-dire, je citerai par exemple le délestage qui a cessé. Je citerai des embellis au sujet donc de la ville de Cotonou, au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture. Mais à la date d'aujourd'hui, 2 ans après, j'ai compris que ces réformes ou bien ces actions-là, en réalité, ne sont pas des actions en faveur de l'économie. C'est en faveur de quoi? L'électricité qui est disponible est chère. Nous avons l'électricité, certes, mais les PME, les PMI payent le prix de cette réforme-là. Donc, selon vous, il n'y a pas de points positifs? Les points positifs, il est encore très tôt de pouvoir noter parce que jusqu'à aujourd'hui, l'économie souffre énormément. Donc, il serait difficile de dire tel acte posé a pour envergure l'impact sur le social, l'impact sur le développement. Je donne un autre exemple. Ils ont décidé, par exemple, de réfectionner la ville de Cotonou, l'asphaltage. Moi, je ne sais pas pour quelle fin. Véritablement, je ne sais pas pour quelle fin. Améliorer le cadre de vie, l'environnement qui n'est pas sain à des niveaux donnés. Est-ce qu'on a une catastrophe? Nous assistons à des catastrophes dans la ville de Cotonou. Nous avons des inondations chaque année à Cotonou. Nous connaissons les nids d'inondation. L'inondation à Cotonou, c'est un fait naturel. Les inondations à Cotonou, c'est un fait naturel. Donc, vous ne trouvez pas de points positifs. En tout cas, jusqu'à présent, il y a 1 an, il y avait matière à moudre. Il y avait donc des points que je pouvais noter ici, mais je dis actuellement, je ne vois rien. Même pas le taux de production record de coton de 451 000 tonnes. Jamais produit au Bénin. Monsieur le journaliste, ça me fait rire lorsqu'on commence par le citer parce que c'est des agrégats. Ça nous a permis d'avoir un point de positif sur la croissance qui est passé donc à 6% selon donc les institutions de Bretton Woods. Mais vous savez combien les 456 000 tonnes ont rapporté au Trésor public? 93 milliards. Ça va nous servir à quoi? Le coton, vous pensez que le coton aujourd'hui appauvrit à la fois l'État et les producteurs. Le coton que le Bénin produit, c'est au prix, de la richesse. 93 milliards ne peut pas servir à quelque chose. Vous avez produit toute une saison durant et vous n'avez récolté que 93 milliards. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec 93 milliards? Ça ne représente rien dans la cagnotte d'un État. Nous sommes ici en face des objectifs véritablement trucs. Et lorsqu'on parle de la croissance, c'est le coton, c'est les 456 000 tonnes qui nous ont permis d'avoir donc ces points positifs là au niveau donc des données macroéconomiques. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les données macroéconomiques sont en déphasage avec les réalités sur le terrain. C'est pas avec 93. Donc la production record n'a rien de positif. Encore que cette production record se fait sur 2 années. L'année saisonnière, l'année agricole est sur 2 ans ordinaire. Donc en 2 ans, on a récolté 93 milliards pour un grand pays comme le Bénin. Et on va se mettre à venir chaque fois. Ils viennent chaque fois à la télé, nous disent on a eu. Mais ça ne veut absolument rien dire. Le Burkina Faso, 2e producteur du coton, qui a fait une production record avec ses embellis, tout ça, plus de 600 000 tonnes, a la tomate comme produit de spéculation, 300 000 tonnes. Qui lui a rapporté 50 milliards que les producteurs vont se distribuer entre eux. Le Burkina Faso, qui est sorti d'une situation de crise, n'a jamais mis son économie en péril. Le Burkina Faso, qui est un pays désertique, n'a jamais basé donc je vais revenir à vous, renaissance. Casimir Pédio, parlons de points positifs avec Latif. Non, moi, je crois que j'avais noté dans mon petit calepin l'aspect du coton qui est tout à fait l'un des points positifs. Parce qu'effectivement, on peut croire que la moins d'une centaine de milliards que ce coton apporte ne pèse rien, en fait.
c'est même se contredit quand Casimir dit que ça ne pèse rien, mais en même temps, il reconnaît que c'est grâce à ça tout de même qu'on a eu un point sur le PIB. Donc, en fait, avant que nous ne puissions avoir mieux, avant que nous ne puissions peut-être nous offrir un deuxième élément agricole qui va accompagner le coton, je crois que quand les gens font des avancées, il faut les saluer. Bon, après, effectivement, est-ce que ça bénéficie plus ou aux structures de gestion qui sont extrêmement privatisées aujourd'hui qu'à l'État? Ce débat-là, effectivement, il est juste, je vous le concède. Est-ce que ça bénéficie plus aux structures de gestion qui sont extrêmement individualisées que de bénéficier aux producteurs? Ça, effectivement, ce sont des débats justes. Mais pour l'instant, le secteur lui-même, le secteur coton, pour ce qui concerne ne serait-ce que le taux de production, si on se base sur des chiffres, je crois que c'est un pari jusqu'ici gagné parce qu'il n'y a pas eu de régression. Au contraire, il y a eu un boom on va dire, de production. Maintenant, effectivement, la politique de gestion, la politique de rentabilité au niveau des producteurs, ça, il faudra, surtout à nous, journalistes, il faudra qu'on travaille beaucoup plus à dissocier les chiffres des avantages et des retombées sur la population. Justement, malheureusement, puisque vous le soulignez, cette augmentation de production de coton, production record de coton, a-t-elle contribué à améliorer les revenus des paysans? C'est pas si facile effectivement à affirmer quand on est à 600 ou à 400 ou 300 kilomètres kilomètres des premiers champs de coton, je voudrais dire. Alors, effectivement, vous ne pouvez pas convaincre les gens en disant non, ça n'a pas bénéficié ou oui, ça bénéficie. Mais ce qui est sûr, que ce soit les zones cotonnières, que les zones, on va dire, méridionales où nous sommes, les Béninois ont le même cri de cœur aujourd'hui, laissent entendre pratiquement les mêmes mots, c'est effectivement que c'est chaud. Donc j'imagine que effectivement le taux de production n'a pas peut-être changé, on va dire extraordinairement les conditions de vie des populations de l'autre côté. Mais ceci dit, c'est un combat de longue haleine. On gagne peut-être pas à pas ce combat-là. À nous aussi, comme je le rappelais, à nous, journalistes, donc, de mettre aussi le doigt sur le secteur. C'est vrai qu'on a des chiffres depuis des années, depuis plusieurs années, donc des chiffres extraordinaires. C'est vrai que nous savons que notre pays, à un moment donné, tient debout, de point de vue agricole, grâce à ce secteur-là. Mais quel projecteur nous avons pu mettre sur les producteurs, alors que c'est eux en fait les éléments clés. Je crois que dans le grand débat, ce sont les acteurs les moins en vue, ce sont les acteurs qui ont toujours été oubliés aussi, de point de vue, tout à fait, de point de vue aussi redistribution donc des revenus. Je pense que ce sont des gens qui, après tout calcul, pratiquement ont toujours des dettes à payer, si ce n'est pas à la Cielcam, l'une des institutions bancaires, on va dire, de bas niveau qui les soutient. Ils ont toujours, en tout cas, quelque chose à payer à un acteur de la chaîne agricole. Il faudra... Donc, forcément, ils ne bénéficient pas forcément de... Pas grand-chose. C'est historique. Et aujourd'hui encore, le débat est d'actualité. Casimir Pédior, les producteurs, selon ce qui a été dit par le gouvernement, ont été payés à temps. Les intrants ont été mis à leur disposition à temps. Ils ont amélioré leurs conditions de travail, selon ce qui a été dit. Mais la véritable question, l'augmentation de la production a-t-elle forcément contribué à améliorer leurs revenus, à améliorer leurs conditions de vie? Eux-mêmes ne nous ont pas dit combien eux-mêmes se sont tirés comme profit dans cette campagne-là. Ils ont parlé des producteurs payés à temps, de ci, de ça. Eux-mêmes, là, acteurs de la filière. Ils n'ont qu'à nous dire combien est rentré dans leur poche. C'est de ça. C'est par là on va commencer. Quand vous dites eux-mêmes, vous parlez de qui? Oui, les acteurs. Les acteurs. La structure qui gère aujourd'hui le coton. Et on connaît. Il faut avoir le courage de le dire. Ça, c'est une vérité universelle. Tout le monde entier sait que Patrice Talon est le moyen du coton. On ne peut jamais enlever cela. Et sur des générations, même après sa mort, dans 100 ans, il serait toujours gravé dans l'histoire du Bénin. Il s'est éloigné des affaires. Il s'est éloigné des affaires, de fait, oui. Mais imaginez, par exemple, en 2006, en 2016 du moins, quand il venait, mais il y avait une subvention sur les intrants coton. On n'est jamais venu ici nous faire le point. On n'est jamais venu. Vous savez, je ne me contredis pas dans les chiffres. Avoir un taux de
un taux de progression du PIB de 1% avec 450 000 tonnes, parce que quand vous faites 450 000 tonnes, quand vous faites 150 000 tonnes, vous avez 1% de croissance. Donc, vous voyez, avec 450 000 et puis avec quelques jonglages, on se retrouve donc dans les 6% de taux de croissance. Ne veut pas forcément dire que le taux de croissance donc, de l'indice de développement humain durable, qui est aujourd'hui l'indicateur de performance donc, de la population, a forcément eu un taux de croissance de 1%, ou bien que l'indice de croissance au Bénin tourne autour de 6%. Les populations vivent très mal. Allez à Banikwara, s'il vous plaît. Allez à Banikwara pour voir comment est-ce que les cotonculteurs vivent la misère, la précarité. Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Le sol est pauvre. Les intrants coton ont pollué l'eau. Et c'est venu jusqu'au sud, par ici. On n'arrive même pas à avoir de l'eau potable. Et vous estimez que les populations sont heureuses, que les gens vivent bien, et que, je dis, le coton a donné, sur le plan donc de la rentabilité, du rendement à l'État, ou bien du rendement global, mais cela ne veut pas dire que le coton a été bien vendu. Et je voudrais faire des comparaisons. Pendant que vous êtes en train de vous égosiller au Bénin avec 456 000 tonnes, mais le Sénégal a produit 2 millions de tonnes de céréales d'arachide pour le compte de la même campagne. Le Sénégal ne s'est jamais gosillé pour ça. Le Burkina Faso, la tomate, je l'ai cité. On va avancer, la Côte d'Ivoire. On va avancer dans ce débat. Vous voulez comparer, vous voulez comparer. On n'a que 45 minutes. Oui, on ne va pas s'éterniser sur cette question. On va avancer dans ce débat. Alors, les réformes économiques lancées par le chef de l'État, puisqu'il s'agit de réformes, dans les secteurs clés de l'économie, tels que le port de Cotonou et la filière coton, par exemple, ont suscité de vives inquiétudes et des critiques des réformes libérales que l'opposition dénonce en parlant de privatisation sauvage. Que dire de ces réformes, Latif? Bon, globalement, la question de la privatisation et même des licenciements, effectivement, c'est une attitude tout à fait libérale. C'est une attitude, on va dire, venant de ce gouvernement qui a effectivement annoncé des réformes. Certains trouvent des raisons de dire, de quoi dire, attention, il avait prévenu. Mais je trouve qu'effectivement, qui dit réforme aussi dit grande prudence. Je pense qu'il y a eu des choses quand même que le gouvernement a fait, on va dire, avec beaucoup de précipitation. Qu'est-ce qu'on peut citer par exemple? Bon, la liquidation de certaines structures, notamment liées à... On n'est pas encore sorti du coton, liées à l'agriculture. La Sonapra, la structure historique qui a quand même réussi pas mal de belles choses dans la gestion du coton et dans la gestion et on va dire dans la gouvernance de certains autres secteurs agricoles. Ça, liquider cette structure-là dans les conditions telles que ça s'est passé, même quand on a en tête une autre idée de structure ou une autre idée de réorganisation agricole, ça peut effectivement faire beaucoup parler, d'autant plus si je comprends bien, vous n'êtes pas contre la liquidation, mais vous êtes contre la procédure. La procédure, surtout la procédure, et en face de la procédure, il y a quand même des questions de timing. Quand, par exemple, vous prenez la Sonapra, sa liquidation était pratiquement arrivée à un moment où on abordait une nouvelle saison. On peut ne pas être spécialiste agronome, mais quand on est fils d'un agriculteur comme moi, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il y a une question sérieuse de timing, il y a une question sérieuse de manière ou de procédure. Ça, mais les gens vous diront que malgré cela, le coton a donné. Non, le coton a donné, mais ce n'est pas lié en réalité aux structures, à la performance des structures. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les structures palliatives n'ont même pas encore commencé par fonctionner en tant que tel. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je crois récemment encore, les gens continuaient par fournir des éléments en termes de ressources humaines à ces structures-là. Donc, de ce point de vue, la performance agricole, la performance au niveau du coton, je ne pense pas que c'est lié à la gouvernance des unités, des structures étatiques, mais plutôt à la proximité entre l'AIC qui gère ce coton-là, la proximité donc entre l'AIC et les producteurs. Il y a un certain élément de confiance parce que les gouverneurs même du coton, entre guillemets, ont une certaine
proximité, il parle directement aux producteurs. Et puis, je crois aussi que les promesses et certaines stimulations sur des éléments comme les intrants ont pu porter. Mais de point de vue global, la liquidation des structures au niveau agricole donc, a été quelque chose de très inquiétant. Et je pense qu'on fera beaucoup d'années avant de pouvoir inverser les tendances au niveau des inquiétudes. Maintenant, très rapidement, au niveau du port. Au niveau du port, peut-être que les choses ne sont pas forcément seulement liées aux réformes, aux attitudes du gouvernement dans sa gestion de ce maillon de l'économie, peut-être plus booster de notre pays, plus que le coton. Je crois que les milliards à ce niveau doivent être un peu plus nombreux qu'au niveau du coton. C'est aussi lié aux maillons que sont notamment, on va dire, les voisins. Le Nigeria, qui est un des aspirateurs des choses venant de ce port-là. Le Nigeria, disais-je, donc, avec son économie qui a connu un peu de morosité. Et aussi, je le disais, quand le gouvernement est venu, les signaux qu'il a envoyés à l'endroit donc des acteurs n'étaient pas des signaux à tranquilliser. On a vu pas mal d'acteurs donc déserter les forums en le criant haut et fort. Ce sont des éléments notamment qui ont déstabilisé le port de Cotonou pour les ports voisins, le port de Lomé, le port de Ghana, le port du Nigeria. Tout à fait. Et même des secteurs vitaux de ce port-là, dont on peut citer les véhicules d'occasion. C'est vrai que c'est un autre débat. Des éléments, donc, des signaux envoyés n'étaient pas de nature à sécuriser les investisseurs parce que ce sont les opérateurs économiques. Ils ne sont pas là pour accompagner un politique. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là aussi pour se sentir en sécurité. Les Libanais ont déserté, il faut les nommer. Les Nigériens. Pas à cause des réformes du gouvernement, forcément. À cause des signaux et aussi à cause la récession économique au Nigeria également. Oui, ça, je l'ai tantôt dit, mais il y avait aussi à dire aux gens, c'est vrai que c'est chaud au Nigeria, mais avec ce que nous prévoyons, avec l'accompagnement et avec notre savoir-faire, vous pouvez rester. Ces signaux-là n'ont pas été envoyés. Je crois ce que vous voulez dire, c'est que le gouvernement n'a pas su apporter une politique attractive pour maintenir les investisseurs. Casimir Kodjo. Ce n'est pas mon avis, hein. Ce n'est pas du tout mon avis. Parce qu'on dit le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie. Vous décidez subitement de remettre votre poumon dans les mains d'un étranger, de quelqu'un d'autre. Pour pouvoir moderniser. Et vous allez vivre comment? Vous remettez votre poumon là, vous remettez à Thiès, sous prétexte que vous... Attendez, monsieur le journaliste, lorsque vous souffrez des maux de tête là... Nous parlons des Belges ou du vous PVI. Vous permettez, je parle du port, je parle de l'entité port. Alors donc, lorsque vous avez mal à la tête, monsieur Crépy, monsieur le journaliste, vous vous décapitez? Est-ce que vous vous décapitez? Non, mais vous soignez. Quand l'État dit j'ai pas les moyens de moderniser, d'apporter des infrastructures qui peuvent vraiment permettre de développer notre port, et qu'il y a des privés qui peuvent le faire dans un cadre de partenariat public-privé. De quel moyen s'est passé? De quel moyen il parle? De quel moyen parle-t-on? Il faut remettre le port dans son entité. On est parti d'où? Quel est le diagnostic? Il n'y a que le Nigeria rouvre son port de Lagos. Il n'y a que le Togo a amélioré son port. Il n'y a que le Ghana a perfectionné ses infrastructures. Il n'y a que Abidjan a donné une nouvelle visibilité à son port. 4 réformes dans la sous-région qui ont phagocyté le port de Cotonou. Pendant que nous sommes en train de faire du surenchère, nous sommes en train de mettre des lasers partout pour voir ce qui se passe. Pendant que nous avons envoyé donc le programme de vérification des importations nouvelle génération pour donc fouiner dans ce qu'il ne fallait pas, les autres sont en train d'attirer les investisseurs. Mais c'est ça qui a posé le problème que le port a connu là. Qui est l'auteur de ces problèmes-là? Qui est l'auteur? Remettons le port autonome. Non, je pose cette question à tous les Béninois. Nous étions tous ici quand le programme de vérification des importations a commencé. Nous étions tous ici quand ça s'est arrêté. Nous sommes encore tous ici quand Bénin Contrôle a repris ses activités. Et encore, nous sommes ici quand ils nous ont amené des légionnaires pour venir reprendre donc la direction du port autonome de Cotonou. C'est de ça que je parle. Nous sommes ici quand, depuis des années que le port autonome de Cotonou a été créé, il y a des groupes qui opèrent des activités dont ils n'ont pas le droit d'exercer.
Et ça, c'est au nez à la barbe de tout le monde. La société béninoise de manutention portuaire, qui est donc la structure chargée de la manutention, la seule structure agréée par l'État béninois. Aujourd'hui, est-ce que cette société gère encore la manutention? Allez-y comprendre quelque chose. Et qui gère la manutention? Donc, selon vous, il ne fallait pas apporter un privé. Le problème dont souffre le port, il ne fallait pas privatiser. Le problème dont souffre le port, vous ne pouvez pas gérer un problème conjoncturel avec des mesures structurelles. Vous gérez des problèmes conjoncturels avec des mesures conjoncturelles et des problèmes structurels avec des mesures structurelles. Ce n'est pas possible. Ce qu'ils ont fait, ils ont décapité le port. Ils ont décapité cette puissance-là. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de dire qu'ils ont décapité le port? Mais vous aurez le temps de constater. Moi, j'ai fait des études. Pas attendre que ceux qui fait des études sur le port d'Anvers. Le port belge est aujourd'hui décrié à l'Union européenne. Ce port est aujourd'hui la plateforme de trafic des produits depuis la Chine qui est déversée sur l'Union européenne par des sociétés écrans. L'information est aujourd'hui devant la justice au niveau de l'Union européenne. Et donc, c'est ces messieurs-là qui gagnent, qui sont des adjudicataires au niveau du port autonome de Cotonou. Et on nous dit que c'est une gestion déléguée. Voilà encore l'autre forme de privatisation au Bénin. Vous avez la gestion déléguée, vous avez au niveau du CNHU, vous avez donc des lexiques qui font croire que... Affermage qui font croire que nous ne sommes pas dans une privatisation. La privatisation, je l'ai définie, ça va de 1% jusqu'à 100%. Alors, donc, lorsque vous cédez votre part d'action, vous cédez 1% de votre part d'action, nous sommes déjà dans une privatisation. Lorsque vous cédez 100% de votre action, nous sommes dans une privatisation. Donc, que ce soit affermage, que ce soit gestion déléguée ou autre lexique, nous sommes toujours... Donc, dans pour vous, il ne fallait pas privatiser le port. Alors, restons dans ces deux secteurs clés, coton, port, pour dire que durant ces 2 premières années au pouvoir, le président Patrice Talon n'a pas forcément réussi à dissiper cette suspicion de conflit d'intérêts au sommet de l'État. Dans le coton, la majorité des usines d'égrenage et des entreprises qui gèrent le circuit d'approvisionnement des intrants sont celles qui lui appartiennent avant qu'il n'arrive au pouvoir. Au niveau du port, la société Bénin Contrôle, vous l'avez souligné tantôt, a remporté le marché de programme de vérification des importations. Il a beau affirmer avoir transmis ses parts à ses proches, à ses enfants, mais la suspicion de conflit d'intérêts, voilà quelque chose que le chef de l'État n'a pas réussi à dissiper depuis son arrivée au pouvoir. Je trouve que c'est la plus difficile des choses à tenir en débat ou en causerie quand on est proche du régime. Parce qu'effectivement, il y a un adage de chez ma maman qui dit, les Yom, qui dit en fait que quand on vous soupçonne de sorcellerie, vous devrez éviter d'être les premiers à saluer les malades les matins. Et c'est effectivement, ma foi, ce que le président de la République fait, parce qu'effectivement, les conditions dans lesquelles le PVI, par exemple, a repris ce service-là de Bénin Contrôle a repris sont des conditions de nature à être gênantes, hein, quand on est dirigeant d'un pays, parce que voilà, Bénin Contrôle, ça a été, ça continue d'être, parce que ce que vos enfants ont, c'est vous qui l'avez. On ne va pas tourner autour du pot. À ce niveau-là, effectivement, il y a pas mal d'éléments qui posent un sérieux problème de conflit d'intérêts. Alors, est-ce que nous sommes, nous Béninois, de nature à ce que quand notre intérêt fait face à l'intérêt de l'État, est-ce que nous sommes de nature à avoir la capacité à prioriser l'intérêt de l'État? Cette question-là, on aura peut-être, à l'heure du bilan de ce service-là, Bénin Contrôle, on aura peut-être l'occasion de le dire. Au niveau du coton, c'est pratiquement la même chose. Je l'ai tantôt dit, la IC, qui est une structure reconnue au chef de l'État. Aujourd'hui, peut-être c'est à ses enfants et à ses amis, mais là encore, ce qui est à vos amis et à vos enfants, ça vous appartient. Et d'ailleurs, qui peut refuser aujourd'hui on va dire, un avantage à une structure qui est proche d'un chef de l'État, hein? Et là, même ça l'a appartenu une fois, même si ça ne l'appartient plus. Qui de nos Béninois a le courage donc de refuser un avantage à une telle structure? La question se pose. Et après, effectivement, il faut que nous nous concentrons sur la gouvernance
histoire de décrypter, d'analyser les éléments de la gouvernance. Est-ce que ce sont des éléments, effectivement, qui prouvent la question de conflit d'intérêts ou qui, ce sont des éléments, les éléments de gouvernance, disais-je, favorisent le chef de l'État ou ses entreprises? Ces choses-là, il faudra que nous puissions nous concentrer là-dessus. Et je suis heureux d'être sur le plateau avec quelqu'un qui ne fait que de l'économie. Je crois qu'ils ont le temps de se concentrer sur ces éléments-là. Alors, vous l'avez dit, le chef de l'État, le président Patrice Talon, lui-même, l'a dit dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique au mois de juillet 2016. Il a dit, je cite, « Même si vous l'avez cédé à un ami, à des partenaires, à des inconnus ou à vos enfants, vous gardez toujours un œil sur ce que vous avez bâti. » Fin de citation, de quoi entretenir les soupçons et renforcer chez l'opposition le sentiment de ce conflit d'intérêts au sommet de l'État. Et j'ai envie d'ajouter à cette interview-là une pensée de Birago Diop qui dit « Les morts ne sont pas morts. » Même après la mort, Patrice Talon continue donc pas veiller sur son enfant. Allons à l'essentiel. Et donc, c'est pour vous dire que personne aujourd'hui ne peut nier le fait que Patrice Talon ne continue pas à gérer ses affaires. Personne ne peut nier ça au Bénin. Ça, c'est une vérité universelle. C'est une vérité que tous les Béninois savent et personne ne veut le dire. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Personne ne peut aller contre les intérêts de l'AIC. Personne ne peut aller contre la SODECO. Il est venu tout de suite la première réforme. L'une des premières réformes, c'est le premier conseil des ministres, c'est 19 milliards à l'AIC. Il n'y a rien à faire. Jusqu'en novembre 2016, Patrice Talon dirigeait encore ces entreprises. Il était encore le président du conseil d'administration de ces entreprises. Ça, il faut le dire. Jusqu'à aujourd'hui, le coton reste et gouverne encore l'économie béninoise. Même si les producteurs sont pauvres, le coton continue donc pas à faire les embellis. Jusqu'à aujourd'hui, enfin, pour véritablement dire, la SONAPRA, c'est la société de promotion agricole. Ce n'est pas la société de promotion cotonnière. Mais on a liquidé cette société parce que, jadis, cette société posait plus d'entorses à l'opérateur économique Patrice Talon. Il est venu, il lui a réglé son compte. En un temps, 2 mouvements, on a fait disparaître cette société. Aujourd'hui, dites-moi, quel est le sort réservé aux agriculteurs au Bénin? Est-ce que véritablement, on a encore une structure qui accompagne les agriculteurs? On vous dira, le ministère de l'Agriculture et de l'élevage et de la pêche sont là et qui font le travail. On vous dira aussi qu'on a créé des agences pour suivre les producteurs. Mais je continue pas à le dire. Si l'Union africaine a décidé à un moment donné de demander aux États de consacrer 10% de leur budget à la promotion agricole, ce n'est pas anodin. Il est venu, il a suspendu tout ça. Et aujourd'hui, on veut parler de l'agriculture, on veut parler du développement durable, on veut parler de l'économie sans donc ces différents facteurs-là. Je dis, c'est une nébuleuse. À la limite, c'est une conspiration contre les producteurs. Et il va falloir réfléchir pour trouver véritablement le mécanisme par lequel nous allons pouvoir sauver ce qu'il y a à sauver. Parce que, à l'allure vont les choses, on passera 5 ans à parler de réforme sans pouvoir véritablement développer ce pays-là. Et c'est véritablement dommage. Alors, c'était que la première partie de l'émission Bilan, nous avons parlé du porc, nous allons parler du coton. Pour mettre un terme à ce plateau, 1 minute chacun avant de clôturer cette première partie d'un bilan de 2 ans, bilan économique de 2 ans du chef de l'État. En quelques secondes, j'aimerais dire quand même que, effectivement, ce qui se passe au port est... J'espère que les nouveaux maîtres, en fait, pourront faire remonter la pente parce que c'est vrai que la descente aux enfers de cette structure-là n'a pas commencé du temps de Talon. On a vu les coups de gueule et même les coups de force de l'ancien président pour pouvoir, à des moments donnés, rehausser un peu l'image, rehausser un peu l'attractivité et tout le reste. Donc, j'espère que les nouveaux maîtres vont trouver les éléments qui vont faire renaître la structure portière. C'est véritablement dommage qu'on ne puisse pas parler des autres notions donc de l'économie béninoise. Je veux par exemple parler de la dette publique qui aujourd'hui oscille à 3 000 milliards. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas sur le plateau lors de la deuxième partie. Bon, je ne l'ai pas encore dit. On aura donc le temps d'éplucher ça, mais je voudrais quand même faire comprendre aux Béninois que véritablement l'économie est en mal. Nous ne sommes pas un pays de crise, nous n'avons pas hérité donc d'une situation catastrophique, mais actuellement nous sommes en train de plonger. Contrairement à certains pays qui veulent quitter la pauvreté pour donc le développement ou bien une étape intermédiaire,
le Bénin quitte la pauvreté pour la misère. Casimir Pédior, ne soyez pas alarmiste non plus. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est que la première partie, je le disais tantôt. Dans la deuxième partie de cette émission débat, nous aborderons les questions de l'emploi, nous aborderons les questions de la fiscalité, nous aborderons les questions du secteur privé et de la dette intérieure. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Latif Boni, journaliste à la rédaction de ETélé, la chaîne de télévision béninoise. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. J'espère vous retrouver très bientôt pour la deuxième partie de cette émission. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Soyez au rendez-vous. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.